Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, en direct du fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission, comme vous le savez, qui va dans toutes les directions, encore une fois cette semaine, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Aujourd'hui, avec notre deuxième invité, nous allons parler d'un endroit où il fait bon pratiquer le baseball 12 mois par année, puisqu'il est gérant de l'entrepôt du baseball à la succursale de Trois-Rivières. Il viendra nous faire valoir les vertus et avantages de l'endroit et du merveilleux sport qu'est le baseball, étant lui-même un joueur de haut calibre évoluant pour les guerriers de Granby de la Ligue junior élite du Québec. Nous recevrons donc un jeune homme de 20 ans dont le dynamisme n'a d'égal que sa maturité, Jeffrey Dupont. Mais tout d'abord, notre premier invité, si vous ne la reconnaissez pas, c'est que vous n'avez pas de téléviseur ou que le mot sport n'est nullement dans votre vocabulaire. Sa voix et son visage occupent le paysage télévisuel du Québec depuis fort longtemps, puisqu'elle œuvre notamment depuis plus de 3 décennies au Réseau des sports. Et question d'en savoir plus sur cette journaliste sportive, autant compétente que souriante et spécialiste entre autres de hockey. Avec nous, une femme appréciée de tous dans le milieu, Madame RDS, l'éternelle Chantal Maccabi. Bonjour Chantal. Allô Stevie. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Je suis très content de te voir avec nous. Tu affiches toujours un beau sourire et encore aujourd'hui avec le beau soleil que nous avons. C'est une magnifique journée. Je pense que tu es encore en vacances, c'est l'entre-saison de la LNH. Ma première question, quand tu arrives en vacances comme ça, et surtout qu'il y a eu beaucoup de hockey dans les 12 derniers mois, est-ce que tu en ferais encore 12 mois de façon continue ou les vacances arrivent et puis c'est correct aussi? Il faut savoir décrocher dans ce milieu-là parce qu'on travaille beaucoup. C'est surtout surtout le fait que le Canadien participe aux séries s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Oui. C'était du 7 jours sur 7. J'ai passé un mois aux États-Unis, 2 semaines à Vegas, 2 semaines à Tampa. Donc, beaucoup de jours de travail. Donc, on a besoin des vacances. Les vacances sont salutaires en ce moment. Il faut à un moment donné tirer la plug. À un moment donné, on est humain aussi, on a beau avoir une passion. Oui, ça prend. Et tu sais, je suis une mère de famille aussi, j'ai des enfants, donc j'ai besoin de faire autre chose. Ben, on va en parler tout juste après parce que tu as 2 grands garçons. Un deuxième invité avec nous aujourd'hui qui a seulement 20 ans, c'est rien pour nous faire rajeunir. On va aller droit au but. Tes débuts à RDS le 1er août 89, est-ce que on t'identifie inévitablement à ce réseau parce que tu es là depuis toujours? Est-ce que ça te paraît loin? Le temps passe vite. Tu me dirais quoi sur le 1er août 89? Pour Chantal, est-ce que ça paraît loin? Bien, c'est loin, oui et non. Ça passait extrêmement vite. Le 1er août 89, on est entré en ondes le 1er septembre 89. Le 1er août, j'étais là pour faire des archives, parce que quand je suis arrivée à RDS, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien en fait, il n'y avait même pas de téléphone fonctionnel, il y a les fils qui pendaient du plafond partout, et j'avais une boîte de carton, et comme qui me servait de bureau, et M. Desormeaux, celui qui m'avait embauché, m'avait dit, bon ben, là, un papier, un crayon, et tu vas mettre des sujets, tu vas aller faire des reportages, tu vas me donner des sujets, il faut instaurer une banque d'archives. Alors là, je suis allée faire des reportages sur le tennis, sur les expos, sur le football, sur tout ce qui se passait à Montréal. J'allais faire des reportages pour éventuellement passer dans nos bulletins Sport 30 et on est entré en ondes. Ça fait 32 ans aujourd'hui, le 1er septembre. Donc ta 33e saison que tu entends. C'est un sujet parfois délicat avec les femmes, vieillir, mais est-ce que pour Chantal, c'est un sujet tabou? As-tu de la difficulté avec ce mot-là ou toi, regarde, c'est au jour le jour qui finalement serait peut-être ton secret? Bien, sais-tu quoi? Vieillir, d'abord, on n'y peut rien. Hein? Je veux dire, c'est ça qui est ça. C'est surtout le fait que moi, je trouve que c'est un privilège. Moi, j'ai perdu des amis dans la quarantaine. Je pense à mon ami Paul Buisson. Je pense à mon ami Sylvain Lake dans la vingtaine. Paul n'avait que 44 ans. Exactement. Donc, j'ai perdu des amis très proches, très jeunes. On pense à Derek Aucoin aussi. Donc, c'est un privilège de j'aime ta vivre mentalité et d'être sur en ce point. santé. Pour moi, vieillir, non, je n'ai pas peur de vieillir. Au contraire, je trouve que c'est un privilège et il faut prendre soin de nous le plus possible et profiter de la vie et aimer ce qu'on fait, aimer notre entourage. Alors, c'est pas un défaut vieillir. On va maintenant un peu parler de ton parcours parce que tu en as vu des choses, tu en as fait des stations. Je veux dire, avant 1989, tu as travaillé à Radio-Canada à Ottawa, comme tu me le disais, à NTR aussi à la presse canadienne, Télé 4 de Québec, TVA,
tes débuts à CKFH à Sherbrooke en 83. Mais toi, déjà étant jeune, tu me confiais qu'à 10 ans, le journalisme sportif, c'était pour toi déjà dans ta tête. Absolument, grâce à Guy Lafleur. Ah ouais? Oui, c'est Guy qui a fait que je suis devenue journaliste sportif parce que... Que tu as rencontré après, ça mais ça a pris des années. Ça a pris des années avant que je rencontre Guy. C'est en 1998 la première fois et c'est dans les années 70. Là. Il était le meilleur joueur de hockey de la planète. Ben oui. Il a un charisme encore aujourd'hui extraordinaire. C'est une belle idole, Guy Lafleur. Et c'est une belle personne, très généreux. Tellement. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Et Guy était tellement bon et à pouvoir faire ses prouesses sur la patinoire, je me suis mis à d'abord triper sur le hockey et à vouloir regarder les autres sports. Alors je regardais la NFL, je suis devenue fan des Steelers de Pittsburgh, le baseball, bien sûr avec les Pirates de Pittsburgh, avec les Reds de Cincinnati, Johnny Bench, Willie Stargell avec les Pirates. Gary Carter sûrement. Oui, absolument, les Expos, je suis devenue grande fan des Expos, j'étais toujours au stade olympique. J'allais voir avec une 60aine de matchs par été. Et les sports olympiques, la boxe, le golf avec Jack Nicklaus qui était, bon, idoles. Il y a eu les Jeux olympiques de Montréal aussi, j'avais 11 ans quand il y a eu les Jeux olympiques de Montréal, et là, Nadia Comaneci, et là, je regardais tout ça, donc tous les sports, et j'avais décidé d'être journaliste sportif, là, déjà à 10 ans. Au grand désarroi de mon père qui aimait pas. Oui, parce que tu parlais de sciences politiques dans son cas. Non, mon père, il était dans les cosmétiques, les parfums, comme ma mère. J'ai étudié en sciences politiques à l'université parce que mon père me disait, mais si ça ne fonctionne pas dans le sport... Et le plan B, c'est jamais bon pour ceux qui ont vraiment une idée en tête. Ben, je n'ai jamais eu de plan B, mais je l'ai fait pareil pour apaiser les craintes. Et le théâtre dans tout ça? J'ai étudié en théâtre aussi au secondaire. C'était très important parce que j'étais extrêmement timide. Et moi, je voulais être journaliste sportif écrit. Je ne voulais pas faire de radio ni de télé parce que je m'en sentais incapable, moralement. Je me disais, je ne serais jamais capable de faire ça. Et là, je voyais qu'il y avait des ouvertures à ce niveau-là. Je me suis dit, bon, ben, je vais suivre un cours de théâtre, puis ça va m'aider. Donc, j'ai étudié en théâtre quand même. C'était une de mes questions, ça. Est-ce que tu étais une enfant timide à l'élémentaire ou au secondaire? Beaucoup. Timide et... On se ressemble là-dessus, moi aussi. J'étais comme ça étant jeune, puis ça nous pousse, on dirait, à aller dans le sens opposé. Ben, il faut, je savais très bien que si je voulais être journaliste sportif, je devais sortir de ma coquille. C'était très important et je l'ai fait de cette façon-là en décidant. Est-ce que tes études en théâtre t'ont aidé finalement à la télé? C'est clair, au niveau de diction, au niveau de la voix, de pose de voix, au niveau même pour apprendre des textes. Quand je suis en reportage, tu dois quand même apprendre des textes par cœur, en fait, ce qu'on appelle ton stand-up, ta signature. Ça a été extrêmement important, les cours de théâtre. Puis ça te donne confiance, parce que j'ai fait des petites pièces de théâtre. Tu dois t'exprimer devant les autres. Devant les gens, exactement. Donc, oui, ça a été précieux pour moi et j'ai adoré ça. Maintenant, on va aborder peut-être un côté un peu plus sérieux, parce que pour ceux qui croient qu'il ne suffit que d'aimer le sport, d'avoir un beau sourire ou un beau minois pour devenir journaliste, la réalité est tout autre, parce que tu as vécu un épisode difficile et douloureux directement relié à ta carrière et à tes ambitions. C'est-à-dire qu'à 24 ans, tu as eu un problème cardiaque. Tellement tu travaillais et vers ton ascension vers les grands réseaux. Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus qui peut peut-être aussi influencer des gens qui vont écouter ça? Tu te donnais corps et âme. Ben, c'était du surménage en fait. J'avais travaillé avant d'arriver à RDS. J'avais travaillé pendant, je pense, entre 7 et 9 mois. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 9 mois. 7 jours sur 7. Donc du lundi au vendredi, je travaillais à Québec, à Télé4, samedi, dimanche à Montréal. À TVA Montréal et bon, je voulais réussir, j'avais dans l'agent de vingtaine, je voulais percer dans ce milieu-là. Quand on est arrivé à RDS, là aussi, c'est incroyable, on faisait des 16 heures, 17 heures par jour, du 7 jours sur 7. Ça a été du surménage en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un infarctus mineur, mais rien de dramatique, mais quand tu as 24 ans... C'est un avertissement sérieux. Exact. Donc, je me suis évanouie. On était en ondes et j'ai dit à mon réalisateur, je me sens pas bien. J'étais vraiment pas bien. Là, Ça a changé ton approche après? Oui, parce que le médecin m'a dit, c'est de l'épuisement. Tu dois prendre une pause et j'ai dit, il n'y en a pas question. J'ai jamais pris de pause. Mais là, j'ai arrêté de travailler 7 jours sur 7. Donc, j'avais comme tombé en bas? Non, j'avais pendant une pause publicitaire.
Et là, ils m'ont transporté à l'hôpital et le médecin dit mais tu dois faire de quoi? Il faut ralentir. Tu as beau être jeune, mais à un moment donné, parce que sinon, l'épuisement, c'est l'épuisement. Et ensuite, je me suis mis à faire des crises d'angoisse. Pendant plusieurs années. Parce que tu as eu peur du passé? Oui, ben je sais pas s'il y a un lien, là, je ne vais pas faire ma psychologie à domicile, mais tout ça là, a fait qu'à un moment donné, tu dois écouter ton corps, tu dois dire, savoir prendre des pauses, on va faire des vacances tantôt, c'est important de prendre des vacances, puis c'est important de relaxer, puis donc ça a été une bonne leçon. Ça a été une excellente leçon. Mais je pense que tu as retiré la leçon, Chantal, parce que tu sembles dans une forme, tu donnes l'impression d'une femme épanouie. Ah, oui. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ça faisait depuis les années 90. Tu as l'air en grande forme. Maintenant, une des vocations de Bâton Rouge Live, c'est faire découvrir les gens derrière le statut, leur passion et tout ça. C'est quoi tes passe-temps favoris et est-ce que tu pratiques des sports? Oui, ben, je joue au golf. J'adore le golf. Un sport que je pratique avec mes enfants, mes deux fils. C'est le seul sport que je peux pratiquer avec mes fils parce que si tu joues au tennis avec eux, si tu fais au hockey, deux grands garçons ben là, tu sais, je veux dire. Ben on va en parler justement avec tes garçons. Le golf, tu peux rivaliser avec tes enfants. Avec le boss? J'adore ça, je trouve ça le fun. Alors, j'ai joué pendant 25 ans à Balmont, je fais du ski. Ah ouais, quelle position? Un peu partout, je te dirais. Ouais, oui, fun, oui, autant avec des femmes qu'avec des hommes. J'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey dans une ligue féminine. Tu as moins de temps, j'imagine? J'ai pas le temps du tout. Est-ce que tu t'entraînes un petit peu? Oui, ça je cours. Je cours 4-5 fois par semaine, une vingtaine, entre 20 et 30 km par semaine. Wow. Ça, j'adore faire ça. Tu n'as presque plus besoin de voiture, finalement? Ben, non, quand même. Et les souliers de course, ce qui est extraordinaire quand tu fais de la course, c'est que quand je suis sur la route avec le Canadien, mais j'ai toujours mes souliers de course. Donc, tu peux aller courir partout et te tenir en forme de cette façon-là. On va parler maintenant de tes deux grands garçons, parce que tu es maman tu as deux enfants. Quels sont leurs noms et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bon, Simon est pompier, Hugo travaille pour la ville de Mascouche. Donc, ils sont déjà placés. Oui, sa maman est bien contente de ça. Oui, des bons garçons. Je suis très près de mes fils. On va les saluer, ils vont sûrement écouter ça. Oui, probablement. C'est le fun, ça. J'ai une complicité extraordinaire avec les deux fils. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande réussite. Il y en a qui parlent souvent de ma carrière. C'est quoi tes plus fiers? Je leur dis toujours ce que mes enfants sont devenus. Ça, c'est ma plus grande fierté. Oui, une carrière, c'est beau, mais mon rôle de maman, pour moi, c'est primordial. Donc, tu n'étais pas une maman soit autoritaire ou sévère, nécessairement? Pas tellement, non. Pas assez. Heureusement que leur père avait une poigne un petit peu plus ferme. Non, je n'étais pas sévère, c'est sûr, mais j'avais quand même, mes principes, j'avais quand même, il y a quand même une ligne directrice que tu dois suivre avec tes enfants. C'est sûr. Ils ont réussi, pour être pompier, travailler à la ville, c'est parce que ça a bien été. Oui. Puis c'est deux passionnés de sport aussi, donc j'échange. C'est ta plus grande fierté dans la vie, finalement, au-delà de ta longévité à RDS. Il n'y a aucune comparaison. Oui, c'est sûr. C'est ce qui est le plus précieux pour moi. Ton style de musique, exemple, quand tu t'en venais ici au Bâton Rouge, jaser avec nous, est-ce que tu écoutes? J'écoute les stations sportives, donc le 91.9. Fait que tu n'écoutes pas beaucoup de musique? Pas beaucoup, mais oui, j'en écoute quand même. C'est le Rhythm and Blues qui est ma sorte de musique. D'ailleurs, quand je vais à Détroit couvrir le Canadien, je vais faire un tour au musée Motown. Je suis vraiment Motown girl. J'adore tout ce qui est la vieille musique des années 60-70. J'adore ça. Aimais-tu le disco? Oui, quand même. Les Bee Gees, toute cette époque-là, c'est sûr, c'est mon adolescence. Mais le soul, le R&B, ça, c'est vraiment... Tu as été élevé dans quel quartier? À Duvernay-Laval. OK. Et quel genre de film tu écoutes? Les films de sport, tu vas me dire? À peu près tout. Là, c'est très drôle, il y a un film sur Aretha Franklin qui vient de sortir, c'est sûr que je vais aller voir ça. Les biographies sportives, même chose dans mes lectures, là, beaucoup de films policiers, séries policières. Tu sais, à la télé, je suis une grande fan de District 31. Je manque pas un épisode, je suis une maniaque. Fait que j'ai pas le temps de regarder autre chose que du sport, j'en ai pas beaucoup. Donc, District 31, je le regarde le vendredi. J'écoute les quatre épisodes de la semaine en rafale sur Tout TV. Sinon, comme là sur Netflix, ça va être des séries policières, des choses comme ça. As-tu vu le film de sport Celtic Pride?
avec Dan Aykroyd. C'est un film qui n'est pas connu. Non, Si jamais un soir, Netflix ou quoi que ce soit, tu t'ennuies, Celtic Pride, je te le recommande, tu m'en donneras des nouvelles. Est-ce que tu aimes les animaux? Ah ben oui. C'est sûr que tu as un chien? Non, je peux pas parce que je suis toujours sur la route, mais j'ai un chat. OK. J'ai un chat. C'est moins demandant. Beaucoup moins demandant, effectivement. Un chien, je ne suis pas souvent à la maison quand la saison de hockey commence. On va revenir à ton métier. Est-ce que tu te verrais faire de la télé ou de la radio, mais dans un tout autre domaine que le sport? Non. Non, ça a toujours été ça, et il n'y a rien que ça pour Chantal. Je suis une fille de sport, j'en mange, j'en rêve. Non, j'ai jamais voulu, mais j'ai jamais voulu faire autre chose. Tu sais, malgré mes études en théâtre et en sciences politiques, là, non. C'est bon ça. Question suivante. Le plus difficile de ta profession, peut-être un aspect méconnu des gens. Tu dirais quoi? Bien, c'est les heures, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui pensent, parce que je couvre le Canadien, que je commence à 7 heures. Oui, ils pensent que tu passes à la télé 10 minutes. Exact. Or, quand il y a un match canadien, d'abord, je fais des entraînements. Donc, à 9 h le matin, je suis à l'Arena Brossard, tout ça sur la route à domicile. On va prendre un exemple à domicile. Donc, je suis à Brossard à 9 h le matin, je fais l'entraînement du Canadien, je prépare mes directs. On a des directs dans l'après-midi. On a un autre à 4 h, 5 h, 6 h. Ensuite, je vais faire les entrevues au banc, les entrevues d'avant-match, pendant la période d'échauffement. Ensuite, je refais le vestiaire après le match. Je fais le vestiaire, le coach, ensuite je refais un autre bulletin vers 11h30, minuit moins quart, et je prépare un reportage pour la boucle de 2 h du matin. Donc, c'est 15-16 heures par jour. Ça en fait pas mal. Donc, c'est énormément. Donc, non, je ne travaille pas 3 heures par jour quand il y a un match. On parle de 16 heures par jour. C'est la même chose quand on est à l'extérieur, et en plus, là, il y a le voyagement, donc tu pars en avion, tu t'en vas dans les villes. Je pense qu'une de tes caractéristiques, veux pas, c'est que tu es travaillante. Ben, dans ce milieu-là, ça vient avec la passion. Tout le monde qui est sur un beat sportif doit être travaillant, c'est très exigeant. Une femme dans un milieu d'hommes, est-ce que la situation s'est améliorée pour les femmes? En quoi? Et en quoi c'est pas assez? Ben oui, ça s'est amélioré beaucoup parce que ça fait quand même 40 ans qu'il y a des femmes dans le milieu. Disons dans les 20 dernières années. Ben, il y en a beaucoup plus d'abord. On en voit boxe, au soccer, au hockey. Parce que toi, tu as vécu des situations où, je veux dire, de rejet ou de fermeture. Tu aurais peut-être une anecdote ou deux, sans nommer personne, de ce que tu as vécu, parce que c'était un autre aspect où tu as dû faire face. J'ai commencé il y a 38 ans. Alors, c'est sûr qu'au début, c'était l'effet de curiosité. Donc, les gens me demandaient, tu sais de quoi tu parles? Je me rappelle, dans le Marina, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais sais-tu au moins c'est quoi un hors-jeu? Je faisais les statistiques en plus. Je travaillais pour l'équipe, j'étais statisticienne, puis les gens étaient comme curieux, puis croyais pas tellement. Puis moi, j'ai toujours été très féminine. Donc, c'est quoi ton but? Tu veux-tu avoir un chum joueur de hockey? C'est quoi, pourquoi tu fais ça? Tu sais, fait que c'était... C'est épuisant. C'était épuisant. On mettait toujours en question les compétences, donc c'est difficile. Puis, bon, là, après ça, il est arrivé les réseaux sociaux dans les dernières années. Là, c'est les insultes gratuites, c'est les retours dans ta cuisine, c'est des choses comme ça. Mais on retrouve presque plus ça maintenant. Donc, au début, ça a été pénible, mais là, les gens sont habitués. Ils sont habitués de me voir, ils sont habitués de voir les autres femmes dans le milieu qui font un travail formidable. Donc, honnêtement, c'est accepté. Puis là, on en parle beaucoup moins d'une femme dans le milieu. Si tu n'étais pas bonne, tu n'aurais pas fait autant de saisons. Je ne serais pas restée là. Comme les femmes qui sont là actuellement font tous un bon travail. Donc, à un moment donné, on va arrêter de parler du fait que tu es une femme dans le journalisme sportif, parce que maintenant, c'est courant. La terrible réalité du domaine des médias, on dit, le vieil adage, tu es aussi bon que ta dernière prestation. Tu entames une 33e saison le 1er août, donc ça fait déjà un mois. Sans dire être sûr d'une job à vie, ça fait quand même très longtemps. Es-tu encore animé d'une certaine passion qui fait que, je veux dire, tu as encore une certaine adrénaline avant chaque prestation ou ça n'est plus là du tout? Oh, j'ai jamais été nerveuse. Si tu parles d'adrénaline, nervosité ou fébrilité. Non, ouais, mais tu sais, sans dire, parce que ce qu'il faut éviter, c'est la nervosité paralysante. Ouais. Mais une certaine adrénaline, un petit rush. Ben, écoute, j'aime ça comme une folle. J'ai toujours, un poisson dans l'eau. Oui, j'ai toujours tripé. Et d'ailleurs, je ne ferais pas ce métier-là encore aujourd'hui si je n'avais pas cette passion-là. C'est une passion qui est constante. Le sport, le hockey,
Ça fait partie de ma vie. C'est ma vie. Oui, c'est ça. J'ai mes enfants et j'ai mes sports. C'est à ce point-là. Là. Donc, durant le lockout, durant le lockout, il y avait une partie de toi qui était malheureuse. Non, je travaillais pareil. Non, je travaillais. On n'arrête pas de travailler. Qu'il y ait un lockout ou pas. Le dernier lockout de la Ligue nationale de hockey, je travaillais à New York 4 jours semaine, toutes les semaines. Fait que je partais pour New York, j'allais couvrir justement les négociations entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey. Je faisais des entrevues avec les joueurs, avec Gary Bettman, avec tous les gens qui sont en poste et tout ça, qui négociaient tout ça, Bill Daly et compagnie. Donc, on n'arrête pas de travailler parce qu'il y a un encadre. Puis là tu as eu la pandémie. Je n'ai pas arrêté de travailler malgré que la saison s'est arrêtée. On continuait de faire des entrevues, on continuait. Le RDS a été extraordinaire pour ça. Parce qu'il y a des gens, j'ai des collègues journalistes sportifs de d'autres stations qui ont été sur pause pendant le fait que la pandémie a arrêté les activités. À RDS, on a continué de travailler quand même. Enfin, j'ai fait une entrevue avec Mathis Masseline, entre autres, avec Patrice Bergeron, avec Denis Savard, avec... J'ai continué de travailler comme s'il n'y avait pas de pandémie. Pour ça, là, mes patrons à RDS, je les remercierai jamais assez. Je les ai trouvés extraordinaires et c'était le fun. C'était le fun à faire parce que là, j'avais le temps de faire un peu ce que tu fais, Stevie, de faire des entrevues en profondeur, de parler de plein d'autres choses, d'environnement de ces gars-là. Pas juste du, bon, ben, tu as 2 buts de passe ou tu es dans une léthargie. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié de faire ça. C'était autre chose. Mais le travail continuait d'être là. La gratitude, c'est ce qu'on voit chez les gens qui ont réussi, qui ont eu du succès. On la voit chez toi. Je te soupçonne de vivre la vie au jour le jour. Aurais-tu cru, il y a 35 ans, que tu serais ici avec Stevie en train de parler de ta carrière de quelques décennies? Aurais-tu cru ça? Il y a, disons, 35 ans. Écoute, moi, j'ai jamais douté que je réussirais à faire ce métier-là. J'ai jamais douté. Et j'ai toujours dit que je le ferais à très long terme. Fait que ça me surprend pas que je parle encore. Ça me surprend pas parce que j'aime ça, je suis passionnée, je mets les heures qu'il faut, je travaille beaucoup. Donc, le mot retraite ne fait pas partie de ton vocabulaire? Zéro. Jean-Paul Chartrand, senior, qui est chez nous, je pense que Jean-Paul il est quoi, 87, 88 ans. Je le croise encore dans les couloirs de RDS, il travaille encore. Et il a toute mon admiration, j'adore Jean-Paul. Je pense que c'est le secret des gens qui vieillissent bien. Exact. Puis c'est ce qu'il me dit, Jean-Paul. Il dit, moi, je travaille, j'ai encore cette passion-là, entre autres pour la boxe, pour le football, pour tous les sports. Mais il dit, c'est ce qui fait qu'il est encore jeune, Jean-Paul. Et moi, pour moi, c'est un exemple parfait de ce que je veux faire. Puis je vais être là, si la santé me le permet, je vais être là encore des années. Être journaliste, on vit parfois des déceptions, c'est une véritable vocation. C'était quoi ton pire moment professionnel? Peut-être un congédiement d'une station que tu affectionnais particulièrement, peut-être quelque chose aussi auquel tu as assisté de dramatique. Non, c'est quoi ton pire moment? Le pire moment, c'est quand notre ami Paul Buisson est décédé, puis j'ai dû l'annoncer en nom. Ça a été extrêmement difficile. D'ailleurs, j'avais une chronique radio juste avant et j'ai été incapable d'en parler tellement que je pleurais. Et je venais de l'apprendre, là, et après ça, RDS, on l'a fait à Sport 30. Ça, je dirais, ça a été la chose la plus belle. Surtout que j'avais vu Paul une semaine avant. Puis il était en pleine forme. Fait que ça a été difficile. Ça, c'était sans aucun doute le pire moment de ma vie. On va prendre une petite pause, Chantal. C'est très intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, un endroit imbattable situé à Lachenay. Quand on parle de bons repas et d'atmosphère chaleureuse, il n'y a rien de mieux que délicieux steak cuit à votre goût, mais n'oubliez pas, le menu est complet. Ici, c'est un restaurant de choix qui vous attend au 1400 rue Yves Blais. Menu complet. Et je donne le numéro de téléphone pour les réservations dans le 450, c'est le 581 18 88. Je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une grande dame de la télé du réseau des sports, soit Chantal Maccabé. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bibite. Pour certaines familles, c'est carrément un drame, mais n'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale sérieuse et un service personnalisé. Je donne le numéro de téléphone, donc, dans le 450 pour la solution, Rive-Nord Extermination, 582-6706. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance
Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis presque 25 ans. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des batteries, allez voir François, le propriétaire, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance, chasse et pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Chantal, on va revenir à nos moutons. Une femme de carrière, bien en vue, connaissant un certain succès, pour ne pas dire un succès certain. Une professionnelle, une longévité qui explique aussi tes succès. Est-ce qu'une femme dans cette position, ça fait peur aux hommes d'aujourd'hui? Je n'aurais pas quoi répondre à ça. Il faudrait leur demander. Je sais pas. Ou c'est un vieux cliché? Peut-être. Je suis quand même assez facile d'approche. Oui. Tu ne penses pas que ça peut être intimidant pour certains hommes? Disons que tu te retrouves sur le marché, comme on dit. Est-ce que tu penses que ça peut être intimidant pour les hommes d'aujourd'hui? Qui ont peut-être une vieille mentalité? Ben, peut-être, mais... Oui. Regarde, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Bon. Je pense pas que je suis une personne qui est difficile d'approche, mais si ça peut être intimidant... les hommes, vous devez avoir confiance en vous. J'aime ta réponse. Ça fait fi de tout. C'est vraiment ça la réponse. Exact, je pense que oui. Dans le métier que tu fais, veux pas, parfois, ça ressemble un petit peu au métier de star. Je veux dire, se faire reconnaître, c'est un métier public, ça fait partie du tout. Ça demande du décorum, mais parfois, ça peut être difficile. As-tu une anecdote ou deux où des gens qui te voient dans leur téléviseur, et c'est comme s'ils te connaissaient, vont trop loin? Et est-ce que c'est un aspect qui, parfois, peut être incommodant? Bien, les gens ne vont pas trop loin, ils sont quand même assez respectueux, mais ça arrive quand même assez souvent que je vais faire mon épicerie et les gens me suivent dans les allées pour me parler de hockey, alors que je fais l'épicerie. Ça, je trouve ça un petit peu malaisant parce que, tu sais, en même temps, ils regardent tout ce que tu mets dans ton panier d'épicerie. C'est bon, ça. Moi aussi, j'aime ça. Mais écoute, je trouve ça super drôle. Fait que c'est pas, il n'y a rien de méchant. C'est drôle, mais si je fais mon épicerie seule, c'est correct. Quand les enfants étaient plus jeunes, puis je les emmenais avec moi, eux autres, ils ne comprenaient pas pourquoi. C'était très, très drôle. Puis ils me disaient, pourquoi le monsieur, il nous suit? Fait que ça a été ça. Tu n'as pas vraiment vécu d'anecdotes difficiles de soit harcèlement non. Les gens vont trop loin, ou un monsieur en boisson, faudrait que je fouille dans mes souvenirs, mais en général, je me rappelle d'un souper avec mon fils, puis c'était un souper sérieux, il y avait des choses à me confier, puis là, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé, puis il a coupé la parole à mon fils pour parler de hockey. Et là, j'ai comme figé, puis là, c'est mon garçon qui a été... rentré dans ta bulle. Ouais, qui a été très correct, puis qui a dit, excusez-moi, monsieur, il dit, je suis avec ma mère, puis là, on a une conversation privée. Puis il dit, tu sais, si vous revenez plus tard, on peut peut-être parler de hockey, mais il dit là, c'est important. Il dit, moi, ma mère, je ne l'ai pas tous les jours. Là. Il dit, puis là, je vis un beau moment avec elle. Il dit, est-ce que... Là, elle me dit, je suis désolée de vous avoir dérangé. Alors, les gens ne s'en rendent pas compte des fois. Ils peuvent envahir un petit peu la bulle sans nécessairement s'en rendre compte. Ben, c'est pas méchant. Mais il n'y a rien de méchant. C'est parce qu'ils t'aiment. Tant mieux, tu sais, quelque part. C'est jamais rien de méchant. Puis s'ils sont trop envahissants, puis mettons que je suis dans un bar avec des amis de filles, mais là, mes amis de filles vont se charger de faire la barrière. Ça, c'est bien, ça. Et je te soupçonne d'avoir le même groupe d'amis, de filles, depuis longtemps. Ça se peut-tu, ça? Oui, absolument. J'ai bien deviné, absolument. Oui, un souper de filles de temps en temps, quand c'est possible. Quand c'est possible, surtout l'été. L'hiver, c'est un peu plus difficile. Mais ça, c'est important, l'amitié féminine. Mes chums de filles, je les aime d'amour, puis ils sont importantes dans mon équilibre aussi. Et on a beaucoup de plaisir ensemble, tout ça. Donc, c'est le fun. On va maintenant procéder aux questions rafales. Ça va bousculer un petit peu par le temps. Moi, je me rappelle les premiers à faire 5 millions par année dans le domaine du sport. Et maintenant, ce sont des joueurs de 3e et 4e ligne qui font 5 millions par année. Ma question, y a-t-il trop d'argent dans le sport? C'est l'offre et la demande. C'est rendu comme ça. Moi, je suis contente pour ces athlètes-là. C'est sûr que quand tu compares avec les médecins, puis avec... Tu sais, faut pas faire ça. Parce que c'est autre chose. Oui, je suis d'accord qu'un médecin devrait gagner 5 à 10 millions par année parce qu'il sauve des vies. Puis les joueurs de hockey ou les athlètes... Le joueur de football qui joue à 18 matchs par année fait 40 millions. Je comprends ça, mais c'est un autre monde, c'est une autre bébite, le monde du sport. C'est le spectacle. Et c'est ça, les gens paient, vont avoir des chandails à l'effigie des équipes, des noms. C'est un autre domaine, et pour ce domaine-là, c'est ça le marché, alors tant mieux pour ces gens-là.
On va parler maintenant des qualités requises du bon journaliste. Dans ton cas, c'est sérieux mais sympathique, c'est toujours ce qu'on remarque. On parle de curiosité dans les prérequis, c'est ce qui est enseigné dans les écoles, la transparence, l'honnêteté du propos. Tu te définis comment, comme journaliste sportive, dans ton style et tes forces? Je dirais que je suis une journaliste sportive humaine. Pourquoi je dis ça? Parce que, sans trop materner, parce que des fois je me fais accuser de materner les athlètes, moi j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Donc, avant d'accuser un joueur d'être dans une léthargie, j'essaie de voir pourquoi. Y a-t-il un côté humain derrière ça? Y a-t-il un autre aspect? Pour moi, c'est très important parce que je trouve qu'on a tendance à penser que ces athlètes-là, là je parle entre autres des joueurs de hockey parce que je couvre la Ligue nationale de hockey canadien, on a tendance à penser que parce qu'il fait 5 millions par année, c'est un petit robot qui doit toujours être parfait, qui produire 3 points par match. Je trouve qu'on est sévère, qu'on ne voit pas assez le côté humain. On le voit un petit peu plus avec l'histoire de Jonathan Drouin cet hiver. Et ça envoie un message, j'ai jasé avec Jonathan hier d'ailleurs, ça envoie un message fort aux gens. On l'a vu au tennis aussi, on l'a vu on commence à comprendre davantage les athlètes et le fait que ce ne soient pas des robots, ce sont des êtres humains qui ont les mêmes problèmes que nous. Mais oui. Il peut se séparer, il peut avoir une chicane au domicile, il peut pas faire ses un décès dans sa famille. Plein de choses. Des crises d'angoisse, ça arrive plein d'athlètes. Mais là où je trouve qu'il y a trop d'argent, c'est, disons, dans les tribunes téléphoniques. Les gens appellent. Regarde, si Molson veut donner 6 millions, exemple, à Kéké, c'est lui qui paye. On est rendu qu'on évalue les joueurs selon leur salaire. Bon, ben j'irai chercher tel joueur, il fait 3,1. Alors qu'il y a 25 ans, on disait, on va aller chercher tel joueur pour son lancer, pour son jeu défensif. Et c'est là que moi, je trouve qu'on dérape. Et même à l'époque, je te parle des années 70, début 80, on ne révélait pas les salaires des athlètes. Ça, je m'en rappelle pas, ça fait trop longtemps. On le savait. Moi, je me souviens très bien. On a le même âge. On ne révélait pas les salaires. Ça commençait à se faire. Moi, je trouve que ça devient problématique. Et ça met une pression énorme sur le joueur. Beaucoup. Question suivante. Disons que cette réponse-là, il y avait quelques virgules. Oui, OK. Chantal, est-ce qu'en raison du nombre de plateformes, de trop d'exposure aussi, on dirait que les points de presse, les interviews tendent à devenir aseptisés, trop politiquement corrects, donc sans saveur depuis quelques années. La cassette, comme on dit. Est-ce que ça t'arrive d'assister à un point de presse et tu dis, bon, mais là, ce point de presse-là, bon, ben, c'était ordinaire ou ça va être ordinaire? Les questions sont insipides, exemple. Tu sais, comme quelqu'un qui va demander à M. Molson, avant la saison, êtes-vous confiant? Pour dire, c'est pas une bonne question. Non, c'est sûr, mais dans un point de presse, ça dure en moyenne 20-25 minutes, des fois 30, des fois un peu plus court. En général, tu as toujours des bonnes questions là-dedans. Donc non, moi, oui, des fois, tu ne sais plus pas demander aux athlètes ou aux coachs, tu sais, si ça fait 7 matchs en ligne, que le Canadien perd, par exemple, là, tu dis, tu sais plus, ça fait 4 fois que tu parles de l'avantage numérique, ça fait 12 fois que tu parles du premier trio. Fait que, tu sais, des fois, il faut chercher un petit peu plus, mais en général, les athlètes ont des choses intéressantes à dire. Pas tout le temps, des fois ils vont se fermer, surtout s'ils sont en période un petit peu plus difficile, mais je pense qu'il y a toujours moyen de soutirer. Des fois, dans le non-dit, tu vas avoir des belles révélations aussi. Et ça, il ne faut pas négliger ça. Donc moi, c'est très rare que je vais m'emmerder sur... Il ne faut pas trop se fier au non-dit de Carey Price. Parce que dans son cas, c'est une exception. Oui, mais par contre, il a fait la citation la plus intéressante de toutes les séries éliminatoires. Quand le Canadien tirait de l'arrière 1-3 contre les Maple Leafs de Toronto, il a dit « Moi, j'ai confiance en mes joueurs, puis j'ai confiance qu'ils vont marquer des buts puis qu'on va gagner. » Et il l'a fait avec aplomb. Et pour moi, ça a été la citation des séries. Question suivante en une phrase. Es-tu en faveur, il y a tellement d'argent dans le sport, de l'arbitrage électronique un jour? Non, moi, j'avais qu'on enlève... Seulement des machines? Non. Il n'y aurait plus d'hors-jeu douteux? Je veux pas qu'on enlève tu veux garder l'aspect humain? C'est extrêmement important. Tant qu'à ça, faites jouer des robots aussi. Ouais. Non, moi, l'aspect humain est très important. La même réponse que notre ami Roger Brulotte. Je lui avais posé cette question-là en entrevue. As-tu eu des opportunités que tu as déclinées qui sortaient de l'ordinaire, peut-être dans d'autres domaines, parce que tu voulais rester fidèle à RDS en une phrase? Non, dans d'autres domaines, non, jamais. Non. Je suis bien, je suis bien, donc je ne veux pas... On va revenir maintenant en 1989. Tu vas me répondre par deux phrases. Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, dans notre société, et qu'est-ce qui est moins bien
en une phrase de chaque côté, si tu compares à 1989. Ce qui est mieux, la technologie a aidé le métier Oui. extraordinaire d'une façon phénoménale. OK. Ce qui est moins bien, je te dirais, c'est les critiques, les insultes sur les médias sociaux qu'on reçoit à la tonne Ça de fait façon mal. quotidienne. C'est inutile, c'est pas nécessaire, ça ferme toute communication. On n'avait pas ça avant et on s'en portait bien. Oui. Quelle est la leçon collective à retirer de la crise du COVID? En une phrase. C'est qu'on est tous, c'est une maladie, c'est un virus planétaire. On est tous dans la même situation. C'est pas juste au Québec. Donc, il faut prendre conscience qu'on vit dans une société et travailler et vivre en fonction de la société. Donc, pas juste penser à son petit nombril, mais penser à tout le monde dans la société. Tu aimes le hockey, c'est bien évident. Là, tu nous as dit que tu aimais la balle-molle. Je te soupçonne d'aimer le football, les sports traditionnels. Oui, j'aime tu vois aimer Tom Brady et puis tout ça. Oui. Mais y a-t-il un autre sport, une réponse qui sortirait du champ gauche, qui nous surprendrait? Tu disais, j'aime aussi ce sport-là. Tu vas me dire les dards. Hey, non, c'est quoi le hockey sur gazon que j'ai pratiqué. J'ai pas pratiqué, mais j'ai travaillé sur le hockey sur gazon aux Jeux olympiques de Beijing. Et en fait, 2 sports. Et le water polo que j'ai fait aux Jeux olympiques de Athènes. Et j'ai étonnamment vraiment aimé, aimé le hockey sur gazon et le water polo. Et les règlements sont très différents. Mais ça n'a rien à voir avec le hockey sur c'est glace. ça, les gens ne savent pas, mais c'est très différent. Ah oui, et c'était au début, je me disais, hey, wow, ils m'ont mis sur le hockey sur gazon. Oui. C'est pas évident, puis après 2 jours, j'étais conquis, j'ai vraiment aimé. J'aime tous les sports, finalement. On va rester en 89, c'est une date que j'aime bien. Aimais-tu la Coupe Longueuil? La coupe 2 buts, 3 passes. Non, ça n'a jamais été chic. Ah non, même avec Mario Lemieux qui la portait? Non, mais il n'y avait pas tant que ça, la coupe. Ben, Jagger l'avait. Il y a Jaromir Jagr, oui. Tout une. Shane Corson. Non, moi, tu ne l'aimais pas? Les coupes Longueuil, non. Bon. Ben, je l'avais la coupe, je l'ai coupée ce matin pour être sûr oui, que, t'as bien que fait. tu sois à l'aise. Maintenant, on va parler du meilleur joueur de tous les temps. Et selon moi, au hockey, selon moi, il y a 3 critères que l'on doit rencontrer pour être nommé meilleur joueur de tous les temps. Les stats, évidemment, mais il n'y a pas que les stats. L'influence sur les championnats et sur ton équipe, des championnats des marqueurs, ainsi de suite, et une certaine longévité. C'est pas vrai que même s'il a changé le hockey, que tu vas mettre Bobby Orr, qui n'a joué que 9 ans, dans la même catégorie que Gordie Howe, qui a joué 32 ans. Qui, selon ses critères, et selon les critères aussi de Chantal Macary, quel est le meilleur joueur de hockey de tous les temps? Pour moi, c'est Mario Lemieux. Très bonne réponse. Ben, c'est Mario parce que tout ce qu'il a fait, d'abord, si les Penguins de Pittsburgh sont encore à Pittsburgh, c'est grâce à Mario de toutes les façons. Joueur propriétaire, exact. ainsi de suite. Le courage, les maladies. Le cancer, tout ça, les coupes Stanley. Hey, si tu fais t'accrocher, c'était hallucinant. Et il jouait pas avec il n'était pas bien entouré. Contrairement à Wayne Gretzky, qui jouait avec Yari Coury, qui avait Dave Semenko pour le protéger. Non, c'était Mario qui faisait de Warren Young un marqueur de 48 buts. 62 à un moment donné aussi. Donc, Mario rendait les autres meilleurs. Et on l'a vu à chaque fois. Et il était dominant, spectaculaire. Tu sais, je dis pas que Wayne Gretzky n'était pas un des meilleurs de tous les temps. Il a été phénoménal, Wayne Gretzky. Mais pour acheter un billet, pour aller voir un joueur, je trouvais, tu sais, Wayne Gretzky était absolument brillant sur une patinoire. Ça avait toujours aussi placé, toujours quoi faire. Mario, c'était plus d'instinct, c'était plus le talent. C'est le talent aussi à le voir jouer. Hallucinant. Mais mon choix, je vais te surprendre. Moi, c'est Gordie Howe, qui a joué 32 ans. Lui, il a été joueur président également avec les Aros de Houston. Mais lui, il y a une statistique que les gens oublient. Il a terminé 20 saisons d'affilée, top 5 marqueur de la LNH. C'est une certaine longévité. On va continuer. Ta préférence, télé ou radio? Ben, je dirais télé parce que c'est un médium. Je pensais que tu m'aurais pas répondu à celle-là. Non, ben, je dis télé parce que c'est un médium que je connais davantage, que je maîtrise davantage. Mais j'adore faire de la radio. Ça, c'est fun, c'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins lourd. Il y a moins de pression. C'est autre chose. Mais la télé, j'aime ça parce que j'en fais depuis. Le plus beau moment dans le hockey,
que tu as assisté? Là, tu vas peut-être me dire la Coupe Stanley 93, mais oui, ton plus mais beau non, moment? non, le but de Sidney Crosby à la médaille d'or aux Jeux olympiques de Vancouver. C'est bien, ça. Le but en or de Sidney Crosby, c'était hallucinant. J'étais là, j'étais sur place, je travaillais sur le match. Et ensuite, après ça, on est allé dans les rues à Vancouver. C'était la fête. Ça a duré toute la nuit. C'était extraordinaire. Ça a été un moment marquant pour moi. Mais oui, la Coupe Stanley 93. Est-ce que ta plus grande fierté professionnelle est ta longévité? Oui, sans aucun doute, d'être encore là et d'avoir encore ce feu-là, cette passion-là, pour moi, c'est... Qui a été ton modèle journalistique? Charles Garneau, Oh, wow. qui était mon idole. Que tu as rencontré aussi? Oui, oui, avec qui j'ai travaillé aux Jeux olympiques de Londres. Et c'était Ça devait être un honneur. Un homme formidable. Je vais mentionner aussi Pierre Wood, qui a été qui est mon collègue Professeur à à RDS. Beaumédia. Exactement, qui était un de mes As-tu fait professeurs. Beaumédia? Oui, absolument. Ah, ben moi aussi. Et Pierre qui m'a enseigné, donc qui était un de mes professeurs. Pierre Dufault, qui était le propriétaire à ce moment-là. C'est René Potier avec qui j'ai travaillé à Radio-Canada à Ottawa. Donc, j'ai eu des beaux modèles au cours de ma carrière. Et Richard Garneau a été... mais j'ai aimé René Lacavalier, j'ai aimé Lionel Duval, Gilles Tremblay. Tu sais, toute cette époque-là de la soirée du hockey, pour moi, c'était des belles idoles. Qui a eu la plus grande influence sur toi professionnellement dans toute ta carrière? Un nom. Grande influence. Bonne question. Je te dirais, tous les hommes que je viens de nommer ont eu à une leur influence. façon. Oui, absolument. Okay. Absolument. C'est des hommes que j'admirais énormément et que je voulais copier. Oui. Donc, ils ont tous une influence. Ben oui, sur moi, là, très grand modèle. Ouais. Maintenant, la section anecdotes croustillantes et savoureuses, des situations invraisemblables, style bloopers, un ou deux moments que tu as vécu, soit en entrevue ou en bulletin de nouvelles, soit RDS ou dans les ligues mineures, peut-être même un peu embarrassant ou loufoque que tu as vécu, ce serait quoi? Embarrassant, je n'ai pas eu beaucoup. Bon, je me rappelle à un moment donné, on était au Forum de Montréal, je fais une entrevue avec Pierre Turgeon. Et il y avait cette petite serviette autour, je sortais de la douche, puis il y avait cette petite serviette, puis je faisais une entrevue, puis il y a quelqu'un qui est passé derrière, qui a enlevé la serviette, et là, Pierre était archi timide, s'est mis à bégayer, puis à devenir rouge comme une tomate. Parce qu'il était nu à ce moment-là. Oui, absolument. Oh, wow. Fait que ça, c'était... Toi, t'es resté de glace. Ben, je riais. Professionnel, ben oui. Mais on recommence. Non, t'étais en direct? Non, je n'étais pas en direct, okay. mais quand même... Wow. Il a repris sa réponse, puis ça a bien été. Sinon, cocasse, j'en ai eu plusieurs. Des entrevues avec Luc Robitaille, c'est toujours drôle. Oh, wow. Luc, la crème à barbe un peu partout. Ah, mais lui, puis c'est quelqu'un que je connais depuis j'ai 17-18 ans. Luc, quand il jouait pour les Olympiques, là, je couvrais les Olympiques à ce moment-là. Donc, quand Luc me voit, puis que je suis en direct ou pas, ben, il me fait un gros câlin. Puis c'est un gars extraordinaire que j'aime profondément. Naturel, le président du club. Des Kings de Los Angeles. Un gars qui n'a même pas été repêché, 700 exact, buts. Exact. Il a été repêché, le 9e ronde. Oui, OK. Il a été repêché. Il a été repêché très tard. Et c'est devenu le meilleur ailier gauche de l'histoire de la Ligue. C'est ça. Débat de société oblige. La seule question sur la boxe, en marge des incidents malheureux concernant une boxeuse mexicaine ce week-end. Dans une société de plus en plus non violente, est-ce que dans 50 ou 100 ans, on va encore payer pour voir deux personnes tenter de se faire une commotion cérébrale? C'est une bonne question. Puis moi, j'aime beaucoup la boxe. Il faut voir la boxe comme un sport où tu tentes de toucher une cible. C'est comme ça que les boxeurs voient ça. Tu te protèges, tu vois une ouverture, tu touches la cible. C'est de cette façon-là. Les boxeurs n'ont pas dans la tête de tuer l'autre. Mais jamais. C'est vraiment... Et quand tu vois la boxe avec les yeux d'un boxeur, tu vois le sport là-dedans. Oui, ça arrive. Oui, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont des commotions cérébrales, mais il y en a plusieurs qui sont très bien. Je pense à Eric Lucas, qui a une belle vie, qui est un jeune homme extraordinaire, intelligent, qui gagne bien sa vie. Il y en a qui s'en sortent bien, mais on pourrait dire la même chose au hockey, avec les bagarres au hockey. C'est pire. Tu sais, c'est pas... tu peux tomber sur la glace. Oui, puis c'est point nu, donc pas de protection. Tu regardes des vieilles vidéos de Maurice Richard, il tombait sur la glace continuellement tête première. Question suivante, Chantal, bousculée par le temps.
Est-ce que le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes se veut à la fois un désavantage, mais aussi un avantage, puisque plus de compétition? Oh, j'ai jamais vu ça comme ça. Mais moi, je suis en compétition pas juste avec les femmes, ben oui, c'est ça. C'est avec les hommes, c'est avec... Mais tu répondrais quoi à ça, quelqu'un qui penserait ça? C'est un avantage ou un désavantage? Maintenant, avant, tu sais, il y a des années, il y avait l'aspect que je l'expliquais, curiosité. C'est-tu un avantage? Je pense pas que c'est un désavantage non plus. Maintenant, je pense qu'on est pas mal tous sur un tour. Question suivante, je crois avoir déjà la réponse. Tu te vois où dans 15 ans? Encore à la même place. Ah, ouvrir le Canadien. Maintenant, seule question sur le dossier Logan Couture, parce que tu as répété toujours, Logan Mailloux, Logan Couture qui joue pour les Sharks. L'histoire a été racontée plusieurs fois. Est-ce que le CH se retrouve dans une situation provoquée qui sera une patate chaude et le pire reste à venir et où graduellement le dossier va s'estomper? Ouais, moi, je pense que le Canadien va bien entouré, Logan Mailloux. Oui. Bon, le Canadien n'aurait pas dû le repêcher. Maintenant que c'est fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui a fait une chose terrible, mais je pense qu'il est très conscient de ce qu'il a fait. Je pense qu'on peut travailler avec ça chez le Canadien. Le Canadien a les ressources pour donc, le ça faire. va aller en s'améliorant. Je pense que oui. Je pense que le jeune homme peut donner des conférences, peut faire de la sensibilisation. Oui. Il deviendra peut-être un orateur dans ces causes-là. Et fort probablement. Et on me dit que c'est un jeune homme. Très talentueux. Talentueux et intelligent. Donc, je pense qu'il y a moyen de... 18 ans, jouer dans la Ligue élite suédoise. Oui. C'est parce que à défense en plus. Oui, mais je pense qu'on peut... travailler avec ça. Tu sais, le Canadien n'aurait pas dû le faire. Maintenant que c'est fait, composons avec la situation de façon intelligente et aidons les victimes à ce niveau-là. Et aidons les potentiels, pas les mots prédateurs, mais les... oui. Tu sais, aidons cette belle jeunesse-là à prendre conscience qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des choses qui se font. En une phrase. Pas de virgule cette fois-là. C'est quoi la différence entre Chantal à l'écran, que nous voyons dans son travail, et Chantal dans la vie de tous les jours, en une phrase? Il n'y a aucune différence. Il n'y en a pas? Non, je transpose ma personnalité dans mon travail. Tu es vrai? Ben oui, je sais. L'athlète, oui. Oui, non, mais j'ai une passion, puis je veux juste la partager avec oui, ça se ressent. L'athlète rencontré le plus impressionnant en personne, soit par sa carrure ou son charisme? Ben, Guy Lafleur. Ah. Guy Lafleur, je suis tout le temps contente de le voir. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un homme bon. Et pour moi, Guy Lafleur, c'est bon. Je peux dire Mario Lemieux, j'aime toujours voir Mario. On ne veut pas oublier personne, mais toi, c'est Guy Lafleur. Bon, j'ai rencontré Jack Nicklaus, j'ai rencontré des... Moi, j'ai rencontré Jean Béliveau, j'ai fait une entrevue avec lui, et c'est sûr que je vais toujours me rappeler de ça. Absolument. Les étoiles aussi. Tellement gentil, monsieur. As-tu rencontré un athlète, peut-être sans le nommer, style princesse airbike? Parce que moi, je peux te raconter une anecdote avec Roger Clemens, très bête, très impressionnant en personne. Eddie Murray, qui ne parlait pas aux journalistes, j'ai testé, j'étais dans le vestiaire, je crois qu'à l'époque, il était instructeur des frappeurs pour les Dodgers, et j'ai testé. Je l'ai approché, je lui ai demandé simplement une entrevue de 5 minutes. Il m'a regardé de la tête aux pieds, il m'a fait non, il m'a tourné le dos. Eddie Murray. As-tu vécu ça des fois? Pas vraiment. Moi, j'ai eu la chance, si tu parles de baseball, moi, j'ai eu la chance de prendre un verre à son restaurant parce qu'il était venu nous voir avec Tommy Lasorda. Wow! Et moi, j'adorais Tommy Lasorda. C'est un homme qui a joué pour les Royaux de Montréal, qui était gérant des Dodgers. Et il m'avait réservé des billets quand les Dodgers étaient venus jouer contre les Expos. Écoute, un homme charmant. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai rencontré... je peux pas dire que j'ai eu des mauvaises expériences. On récolte ce que l'on sème, et comme tu transmets, je dirais, de la joie de vivre, de la véracité. Maintenant, question suivante. L'athlète le plus cute rencontré? Tu dois bien en avoir un, tu as dit, mon Dieu, que lui paraissait bien. Il y avait Sheldon Surrey à l'époque. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il devait avoir du succès avec la Mes chums de filles qui ne suivent pas le hockey du tout savaient c'était qui. C'est le seul joueur qu'ils connaissaient. C'était très drôle. Mais oui, c'était un beau garçon. Très gentil, très sympathique aussi. Le pire défaut d'un athlète professionnel et la plus belle qualité? Deux mots. Le pire défaut, de tout prendre personnel. Parce que quand on les critique, puis je sais que ça peut être très difficile, mais il y a des athlètes qui vont tout prendre personnel alors que non, c'est pas parce que je critique ce que tu as fait sur la patinoire que je te déteste comme être humain. Ça n'a rien à voir. Et je critique ton jeu, pas la personne que tu es. Et il y a des athlètes J'aime beaucoup ta réponse. On va parler maintenant des relations hommes-femmes. Selon Chantal Macadé, la recette pour un amour sain et durable?
la franchise, l'honnêteté. La communication. Ça prend une étincelle aussi, c'est ça. Une question sur le Canadien, puisqu'on espère qu'ils vont poursuivre sur leur lancée, malgré beaucoup de changements au niveau du personnel. Qui de Weber, Dano ou Perry manquera le plus au CH? Philippe Dano. Ah, moi aussi, j'ai peur de ça. J'étais très déçu que Philippe ne se soit pas entendu avec le Canadien. Je ne veux pas te souffler de réponse, mais la position la plus exigeante et la plus dangereuse du sport professionnel, on pourrait parler de quart arrière dans la NFL, on pourrait parler de gardien dans la LNH, de receveur aussi à 100 degrés sur un terrain de baseball. Dans ton cas, tu dis la position la plus extrême, c'est quoi? Hey, c'est une bonne question. J'aime ça entendre ça. Ben oui. Quand on me dit c'est une bonne question, la job est faite. Parce que j'ai comme pas pensé à ça, mais moi j'ai... Instinctivement, tu répondrais quoi? Je te dirais, même receveur de passe au football, j'ai vu des blessures épouvantables. Je n'oublierai jamais la blessure de Lawrence Taylor quand il y a eu la jambe là, complètement sectionnée, puis de l'autre côté. Honnêtement, tu sais, au hockey aussi, là, la blessure de Clint Malarchuk quand il s'est fait sectionner la carotide. Au niveau de la LNH, mettons que tu n'as pas 40. Question suivante. Tu es instructeur-chef, peut-être la première femme instructeur-chef de la LNH. Tu dois disputer un 7e match pour la Coupe Stanley. Roi, à chèque ou brodeur? Celui-là n'est pas facile. Ça, c'est vraiment dans tes goûts. On ne veut pas oublier personne. Moi, à chèque, brodeur sur un pied d'égalité, je donne une période et demie à chaque gardien. Maintenant, c'est deux gars que j'adore. L'image du gagnant dans le sport professionnel, l'athlète archétype parfait, selon l'image du gagnant, je peux te souffler quelques réponses. LeBron James, Tiger Woods, Maurice et Henri Richard, Jean Béliveau, Reggie Jackson, Michael Jordan, Tom Brady. Dans ton cas, c'est qui? L'archétype, l'athlète, tu dis ça, c'est le gagnant. C'est ça que ça veut dire, gagner. Tiger Woods. Tiger Woods, Parce que sous pression, quand il devait gagner, il était phénoménal. Oui, je suis une grande fan de Michael Jordan, que j'ai adoré. Tom Brady, il y en a tellement. Mais pour moi, Tiger, un pote à faire de 40 pieds avec 30 millions pour le Masters. Le dernier Masters de Tiger, j'ai pleuré pendant à peu près toute la dernière ronde. Ah, c'est bon ça, je ne m'attendais pas à je suis fan de Tiger. Dernière question. Dans les écoles de journalisme, on conseille et souligne l'importance d'être bien préparé et d'être curieux pour devenir journaliste. Ton conseil ultime aux jeunes aspirants journalistes, spécialement ceux qui visent le domaine sportif, tu réponds quoi? C'est d'être polyvalent, de ne pas juste te concentrer sur un sport, de t'intéresser à tous les sports parce que tu ne commences jamais là où tu penses commencer. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et c'est toujours le conseil que je donne aux jeunes qui veulent faire le métier. Bien, je te remercie et pour te remercier, justement, j'ai un petit cadeau pour toi. Je te dis félicitations pour ta compétence, ta longévité, toujours très agréable et compétente, comme je le dis et je le répète. Je te souhaite encore beaucoup de succès. Je vais faire différent. Au lieu de te donner un livre de sport, je vais te donner une encyclopédie qui regroupe les 1001 films à voir de l'histoire du film. Tout est là. C'est décrit. Donc, ça te ferait peut-être un livre de chevet. Absolument. Ça, tu vas ça va faire différent du sport. Mais oui, je suis très contente. Merci beaucoup. Tant mieux si ça te fait plaisir, Chantal. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Ça sera peut-être partie remise. Puis, mon dernier commentaire, j'aime appliquer ce commentaire-là dans ma vie personnelle. Le meilleur reste à venir. Merci, j'espère bien. Merci. Merci, Stevie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été, puis bonne journée. Maintenant, je vous parle d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym, une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expérience vous attendent justement dans ce très beau gym qui va répondre à vos besoins. Et quand on parle d'expérience, pour vous dire, coach Yves Jabouin, qui est le propriétaire également, à 31 combats MMA en carrière. Donc, c'est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny, le TriStar Gym qui offre ambiance et compétences. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier et de longues explications, de longues années d'expérience vous attendent. Ce sont les tops de la mécanique. Ça, c'est ce que j'aime bien dire à chaque semaine. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, notre deuxième invité. Il n'a que 20 ans et toute la vie devant lui. À titre de lanceur étoile, cette année, il a dominé la Ligue junior élite de baseball du Québec au niveau des retraits au bâton. Et pour parler baseball et de l'entrepôt du baseball où il est gérant, avec nous,
un jeune homme déterminé avec qui il est toujours plaisant de discuter, un lanceur au bras canon, Jeffrey Dupont. Bonjour Jeffrey. Salut Stevie, ça va bien? Ça va bien? Merci. Tu commences les séries demain. Oui, exact. On va en reparler plus loin. On va commencer avec ton travail. Tu es gérant de la succursale à Trois-Rivières de l'entrepôt du baseball. J'aimerais qu'on parle de la vocation et des services offerts par l'endroit parce que c'est un avantage pour les Québécois. On peut pratiquer le baseball maintenant 12 mois par année. Quelle est la vocation de l'endroit? Oui, bien exact. En fait, l'entrepôt du baseball, nous, les services qu'on offre, en fait, on a une boutique spécialisée, une à Repentigny puis une à Trois-Rivières. En fait, là, tout ce qui est l'équipement de sport, en fait, là, pour soit receveur, lanceur. Lance-balles. Exactement. On a aussi un service de 6 cages de frappeurs avec un simulateur de baseball qu'on peut voir, un peu comme les simulateurs de golf, un petit peu. Là. Donc, tu choisis ton stade, tu peux jouer au Fenway Park, tu frappes la balle, puis tu vois ta c'est fort, ça, je ne savais pas, ça. Oui, exact. Fait qu'on a un simulateur, on en a un à Trois-Rivières, on en a un aussi à Repentigny. Puis aussi, on a aussi l'offre de service d'un gym. Est-ce que tu peux simuler tous les stades ou seulement Oui, exactement, tous les stades, même les stades de NCAA universitaire. Du passé, le stade olympique, disons? Non, j'ai pas le stade olympique, on a le Rogers Center qui ressemble un petit peu. Mais non, on n'a pas le stade olympique, mais on a les stades NCAA universitaires aux États-Unis, puis même le stade des Little League, là, on parle des Little League qui viennent de se terminer cette semaine. Même le William Sports. Donc ça, c'est une clé de pouvoir pratiquer le baseball parce que c'est un inconvénient pour les Québécois par rapport aux Américains, disons le gars de la Floride, de pouvoir pratiquer 12 mois par année. Exact. Ben, la chance ça fait une différence. Exactement. Mais la chance que les Américains ont, on parle souvent des Texans, des joueurs en Floride, ils ont la chance de pratiquer à l'extérieur. Souvent, ce qu'on voit d'un joueur issu de la Floride ou ici au Québec, en fait, le fait de travailler juste à l'extérieur, mettons tu parles de roulant ou quoi que ce soit, ben, ce joueur-là va voir les mauvais ventes de tout ça. Tandis qu'à l'intérieur, ben, c'est une surface intime. Donc, je suis chanceux de pouvoir pratiquer le sport ce sport-là 12 mois par année. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y ait un petit peu plus de palmiers ici pour qu'on puisse pratiquer dehors. Mais il commence à faire assez chaud qu'on se demande si on n'aura pas des palmiers bientôt. Est-ce que tu notes une progression dans la pratique du baseball, toi qui es gérant de l'entrepôt du baseball, même si tu n'as que 20 ans, disons, depuis quelques mois, quelques années, est-ce que tu ressens un engouement qui revient avec la possibilité aussi d'avoir un club de baseball majeur qui revient? Est-ce que tu le ressens, ça? Bien, en fait, c'est sûr que l'engouement pour le baseball a augmenté d'année en année. On a pu le voir avec le membership des associations que je suis monté. Même nous, avec notre système de réservation de cage, tout ça, pendant l'hiver, tout ça, c'est tout le temps plein. Il y a plusieurs sports-études ici au Québec aussi. Il y a des programmes comme l'ABC qui est là, qui est implanté depuis plusieurs années. Même l'engouement pour le baseball junior, le baseball senior ici au Québec. Plusieurs bons joueurs de baseball. Je pense que ces jeunes-là voient des modèles en les joueurs plus vieux, comme moi je le faisais quand j'étais plus jeune, quand j'avais joué junior. Non, je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus d'engouement. Puis le fait d'avoir aussi une possibilité d'avoir nos expos, tout ça ici, que j'ai pas connu. Tu avais 3 ans. C'est ça, que j'avais 2-3 ans. Tu t'en rappelles pas? Je m'en rappelle un petit peu, pas tellement, plus des souvenirs, des souvenirs que j'ai à la maison, c'est plus ça. Mon père qui était un grand fan des expos également. Fait qu'il y a eu l'influence sur toi aussi à devenir absolument. baseballeur, Absolument. parce que c'est sûr que ton père aime le baseball. Exact. Ton rôle comme gérant, qu'est-ce que tu dois faire à l'entrepôt du baseball? En fait, moi, mon rôle, c'est vraiment plus d'accompagner tout ce qui est les clients, soit les associations, un client comme tout le monde, l'équipe de baseball. En fait, pour les accompagner dans leurs achats, soit associatifs, tout ce qui est équipement, donc balles, équipement de receveur, même des filets pour les pratiques au bâton, tout ce qui est chandail de match, tout ça. Nous, on a une compagnie qui est en fil baseball, en fait, là, qui produit tout ce qui est chandail de match, t-shirt, short, casquette, même des gants, des bâtons de baseball aussi. Donc, c'est vraiment d'accompagner les gens pour aller chercher leurs besoins et tout ça pour pouvoir les servir selon leurs besoins. Pour ouvrir une deuxième succursale, pratiquement aussi, ça s'est fait un peu avant la COVID, ça? Oui, mais en fait, on avait un projet pendant la COVID. C'est sûr que ça a ralenti l'ouverture. Donc, il y a une progression, je veux dire, ça fonctionne. Oui, exactement. Ça prouve que le baseball est populaire. Oui, exact. Mais en fait, on voit que
les gens à Trois-Rivières attendaient notre arrivée. J'ai quand même un certain réseau de contact avec le baseball en Mauricie. Donc, quand on a annoncé ça, les gens étaient contents. Très bon signe. Exactement. Puis on a vu, dès qu'on a ouvert, on a vu les gens. Donc, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Toi, tu es à Trois-Rivières, il y a ici à Repentigny. Oui, exactement. Justement, en marge de ce qu'on discute présentement, l'avenir du baseball au Québec, toi, tu es très confiant? Écoute, du moment que on parle tout le temps des expos ici à Montréal, fait, du moment que ça s'est assuré aussi, là, le membership a seulement explosé. Puis déjà qu'il est déjà en hausse, l'avenir du baseball là, est très prometteur ici au Québec. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du partenariat avec l'Académie des Aigles. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça donne, ce partenariat-là, pour le baseball? Oui, ben en fait, l'Académie des Aigles est un organisme à but non lucratif qui est... Tu portes justement exactement, qui est basé à Trois-Rivières. Nous, ce qu'on offre aux jeunes, c'est vraiment plus c'est tout ce qui est clinique privée, clinique de perfectionnement, 40 jours même aussi, réservation de cage. Donc, l'entrepôt, on est venu s'installer dans le bâtiment en fait, de l'Académie des Aigles pour offrir un service de boutique spécialisé pour venir combler en fait ce besoin-là qu'eux avaient un petit peu aussi, parce que les autres ont tout ce qui est gym, cage, tout ça. Il faut faire un petit peu comme qu'on avait à Repentigny, mais un certain partenariat avec l'Académie des Aigles qui offre plusieurs services, dont même le sport électronique là, avec le jeu de baseball. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un événement tout à fait particulier qui aura lieu le 3 octobre, les séries mondiales de e-baseball. Que tu nous expliques de quoi il en retourne. C'est un tournoi virtuel, il y a des prix à gagner et c'est le 3 octobre. Ça veut dire quoi ça, un tournoi de e-baseball? Ben, en fait, c'est un tournoi de... Nous, on a pris le nom des séries mondiales en fait pour faire un tournoi. C'est vraiment un tournoi de baseball. Mais c'est international. Exactement, sur PlayStation. Fait qu'on a des gens d'un peu partout au Québec qui viennent également. C'est la première édition cette année. On fait ça à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières sur le bord du fleuve, qui est un amphithéâtre assez imposant là, en fait, là, qui est neuf en fait, de quelques années. C'est vraiment tout ce qui va être match de baseball virtuel sur PlayStation va être diffusé soit en live Facebook, ça va être diffusé sur les écrans géants à l'amphithéâtre aussi. Plusieurs prêts à gagner également. C'est la première édition qu'on fait ça, puis on voit l'engouement pour le sport électronique. Pour les gens qui veulent avoir accès à ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, en fait, on peut aller sur le site web de l'Académie des Aigles, en fait, qui est le www.j'aimelebaseball.ca. Puis toutes les informations sont là sur la première page du tournoi de e-baseball. On peut voir une belle affiche de Fernando Tatis directement. Avec son chandail brun et jaune? Avec son chandail blanc et jaune, des Padres. Exactement. Maintenant, la période retour du COVID. On semble bien s'adapter dans les différentes sphères d'activité de la société à l'entrepôt du baseball. Ça veut dire quoi, ça, le retour de la période de COVID pour les mesures et les changements qui ont été effectués? Ben, en fait, on a longtemps été fermé à cause du confinement, tout ce qui était cage de frappeurs, malgré que notre boutique était ouverte. Le gros de notre clientèle, vraiment, c'est pour tout ce qui est clinique, les cours privés, les cages de frappeurs. Donc, c'est sûr que ça a été plus difficile pour ça. Les gens avaient hâte de revenir, même si c'était avec un masque ou quoi que ce soit, là, les gens s'en foutent, ils veulent seulement travailler puis frapper des balles pour se préparer pour la prochaine saison. Fait à ce niveau-là, du moment qu'on a eu le go de la santé publique pour pouvoir ouvrir, nos réservations étaient déjà faites, même les abonnements aussi ont explosé, donc on est content de tout. On va prendre une pause, mon cher Jeffrey. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves Blais, un endroit imbattable quand on parle de bons repas. Il y a vraiment tout au menu ici. C'est un menu complet qui vous attend. Nous sommes présentement en compagnie du gérant de l'entrepôt du baseball, le succursale de Trois-Rivières, le sympathique Jeffrey Dupont. Maintenant, je vous parle d'une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison, de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée, d'asphaltage, nettoyage, colmatage de fissures et d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Les prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 754-0069. Maintenant, on va parler d'une boutique tout à fait spéciale, soit la zone vêtements de sport et classiques, située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Sur place, disponibles, je vous en nomme quelques-unes. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia.
certaines marques nouvelles aussi comme Koala. Ça, c'est bien en vogue pour les jeans et les t-shirts pour hommes et le fameux Head Rush pour les magnifiques chandails. Donc, la zone vêtements de sport est cassée. C'est au 148 Notre-Dame à Repentigny. Jeffrey, on va parler maintenant de ta carrière de baseballeur parce que cette année, on dirait que tu as pris ton envol, tu as changé de rôle comme lanceur. Exact. Ton équipe a bien terminé la saison, les séries commencent demain. As-tu des aspirations dans le coaching ou le baseball senior un jour? Ben écoute, c'est Parce sûr. que tu n'es pas repêché, tu es québécois, c'est difficile. Ouais. Mais quelles sont tes aspirations pour le futur? Tu te vois où dans 5 ans? Ben écoute, je continue à m'entraîner fort pendant l'hiver aussi pour peut-être aspirer à avoir un offre pour un collège américain. Tu t'entraînes à l'entrepôt? Ouais, je m'entraîne à l'entrepôt, je m'entraîne même avec les Dragons du Collège de la Flèche à Trois-Rivières aussi également pour avoir une certaine équipe, une équipe pour pouvoir travailler avec d'autres gars. Non, c'est ça, j'aspire à ça pour probablement la saison prochaine. Si ça n'arrive pas, écoute, j'ai toujours l'option de jouer ici puis de me faire voir à quelque part. Tu sais jamais qui peut te voir sur un terrain. Puis niveau coaching, c'est sûr que j'aimerais ça. Tu sais, je donne beaucoup de cours privés. Tu es quelqu'un qui s'exprime facilement. Je pense que tu es un bon coach. Exactement. Puis c'est sûr que le baseball junior, ben, le coaching m'intéresse aussi pour plus tard quand ma carrière sera terminée. Puis on ne pourra pas m'enlever le baseball, c'est sûr. Je te soupçonne de dormir avec un gant. Ah, je suis pas loin, Quand le gars est neuf et qu'ils s'en vont, là. Tu vas avoir hâte à donner. As-tu la misère à dormir avant un match comme demain? Tu es le lanceur partant du match numéro 1. Il n'y a pas grand. Tu as une attitude confiante. Exactement, il n'y a pas grand mais chose. tu n'es pas coquille, arrogant. Tu es juste confiant. Ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive, mais c'est bon. c'est dans un autre point. Oh, ben c'est bon ça. Ton approche de la game, comme on dirait en bon québécois, comme lanceur, je veux dire, pour avoir autant de retrait au bâton, c'est sûr que tu fais dans la puissance. Ouais. Et un lanceur veut toujours prendre les devants dans le compte. Exact. Mais ton approche, c'est quoi? Tu te définis comment comme lanceur, puisque tu es maintenant un lanceur étoile? Ben écoute, c'est sûr que prendre des plans, c'est la clé du succès pour un lanceur. Mais la pression sur le frappeur. Exactement. Puis je te dirais, le premier tour au bâton contre une équipe est excessivement important. Surtout dans je te dirais, de 2 saisons qu'on a joué seulement dans la division, contre tout le temps les 3 mêmes équipes, on connaît les autres frappeurs de l'autre côté, tout ça. Je te dirais, le premier tour au bâton va définir le match d'un frappeur en tant que tel. Comme ça, je vais pouvoir voir qu'est-ce que je lance pendant le prochain tour au bâton. Ça va définir un petit peu qu'est-ce que je vais lancer pendant le 2e, 3e tour. Je vais pouvoir le mélanger aussi, puis je vais pouvoir prendre possession et avantage sur lui à ce moment-là. Finalement, un lanceur doit être un petit peu psychologue. Oui, ben exactement. C'est un autre monde. C'est comme un gardien de but au hockey. On est complètement dans notre bulle. Les bébites à part et tu es gardien au hockey aussi. Exactement. Puis il faut vraiment étudier l'adversaire. Puis à ce moment-là, dès que tu as toutes les informations qu'il te faut là, pour pouvoir le déjouer, en fait, c'est à toi de faire le travail. Tu as choisi le baseball beaucoup avec l'influence de ton père. Oui, exactement. Mais mon père a longtemps joué à la balle molle avec mon grand-père. Tout ça, je l'ai longtemps suivi. C'est un passionné, il m'a longtemps coaché aussi. Puis c'est vraiment lui qui m'a on le salue parce qu'il va sûrement te regarder. Ah, c'est sûr. C'est ton fan numéro 1. Il va être dans les estrades aussi demain. Oui, exact. Puisque tu évolues pour les guerriers de Granby, à qui on souhaite une bonne chance demain. 2 questions maintenant. Tu n'as pas été repêché. Est-ce que parfois ça peut être une frustration ou chez certains joueurs une période de découragement selon les attentes? Tu prends ça comment, toi? Ben, je Parce dirais... qu'un Québécois, c'est plus compliqué. Ben, pour un Québécois, c'est vraiment très compliqué. On n'a pas tellement d'attente à ce niveau-là. C'est par étapes, ça se fait vraiment par étapes. Donc, il faut vraiment que tu suives étape par étape. Un peu comme le baseball affilié. Tu peux pas te faire repêcher puis tout de suite monter dans les majeurs. Il faut que tu suives les étapes. Et pour les étapes pour un Québécois, ben, ça commence vraiment dans la structure ici. Les échelons du baseball mineur, le sport-études, le 3A, junior élite, puis après ça, c'est les collèges américains. Donc, il faut vraiment passer étape par étape. Est-ce que ça arrive que tu te dis, si j'avais été américain avec la chance de jouer plus souvent et d'être remarqué, ça arrive-tu, ça? C'est sûr et certain. C'est sûr que jouer aux États-Unis, ben, c'est un rêve de tous les Québécois ici qui aspirent à jouer au baseball longtemps. C'est sûr que ça arrive. Tu as connu une nette progression cette année, comme on le disait précédemment. Ton rôle a changé, tu es maintenant partant, alors qu'avant tu étais dans la longue relève ou la relève. En fait, ben, j'étais releveur numéro 1, j'étais souvent dans les fins de match, mais j'étais capable de lancer un 2-3 manches pour sortir du trou. Mais toi, tu es un gars calme, mais ça aide aussi d'arriver dans un match avec 3 hommes sur les buts. Tu affiches cette saison 5-2, tu as dominé pour les retraits au bâton et tu es très avare, cheap, en bon québécois,
tu donnes peu de buts sur balle aussi. Ouais, ça, c'est une grande force. Ben, je dirais que c'est la clé du succès, le ratio prise pour balle. Ouais. C'est ce qui va faire qu'un lanceur va être dominant ou pas. On ne veut pas réveiller l'adversaire, mais c'est quoi ton répertoire? Ben, je pense que même l'adversaire s'est rendu c'est pas mal. Là, je dirais j'ai une bonne balle rapide, quand même assez lourde. Oui. Pour mon Ça gabarit. rentre comme une roche. Ben, je te dirais pour mon gabarit, elle semble rentrer comme une roche. Fait que souvent ça peut déjouer, surtout que j'ai quand même une bonne balle courte et un excellent changement de vitesse. Je pense que c'est probablement mon meilleur lancer. Ce qui fait déjoue plusieurs frappeurs, étant donné que le frappeur la voit comme une balle rapide, puis elle descend à la fin, puis elle bouge vers l'extérieur. On va parler de ton équipe. Ouais. Je le répète, les Guerriers de Granby, vous avez terminé avec une fiche dans les 10 derniers matchs de 9-1, ouais. Ce qui est bon pour entamer les séries. Vous avez terminé deuxième dans la division, derrière Longueuil, les grands rivaux que je crois que vous affrontez demain. Non, demain on affronte Quaticook pour la première ronde des séries. Okay. Une équipe avec qui vous avez une certaine compétition. Oui, exactement, les deux équipes de l'Estrie. Dans une série 3 de 5. Exactement. J'aimerais que tu m'expliques l'expression que tu as employée en pré-entrevue quand tu parles de la Ligue, une Ligue de trash talk. Oui, mais qui veut dire? En fait, je te dirais, c'est une ligue qui est assez intimidante au niveau plus que. Ça joue dur. Plus que tu. Beaucoup de parler, beaucoup de pas d'insultes, on est quand même, on peut le dire, là, des insultes qui viennent du banc. Les arbitres sont quand même assez stricts là-dessus, ils avertissent assez tôt dans le match même. Puis non, mais c'est de pas te laisser déranger, pas te laisser faire parce que ça peut te sortir d'un match complètement, surtout comme un lanceur. Ben, du moment que tu es dérogé de ta partie, ben, le train peut dérailler puis ça peut aller assez vite. Vous avez connu une bonne fin de saison. On va terminer. Je voudrais que tu me parles de ton équipe, les forces de ton équipe. Ouais. Parce que je pense que c'est une formation puissante et offensive. Oui, ben, en fait, je dis, les bâtons peuvent tonner. Exactement. On a commencé la saison bien tranquille. Puis je dirais avec les nouveaux venus, des gars qui sont arrivés, soit les collèges américains, qui sont revenus. On a un alignement qui fait quand même assez peur au bâton. De 1 à 9, les gars peuvent frapper. On a du talent au niveau du bâton. Puis en fait, c'est vraiment faire les petites choses. À ce moment-là, dès qu'on fait les petites choses, aller produire des points, faire du petit baseball comme on appelle, on peut être très dérangeant. Donc la série 3 de 5 commence demain. Est-ce que ça, c'est quart de finale? Oui, en fait, c'est ça, c'est demi-finale de division. Et c'est compressé comme calendrier. Tu Exactement. dis qu'il y aura 2 doubles en fin de semaine si on se rend au match 4 et 5. Exactement. Donc toi, tu vas lancer probablement 2 fois dans cette série si elle se prolonge au-delà de 3 matchs. Oui, exactement. En terminant, on pourrait donner l'adresse, les 2 adresses de l'entrepôt du baseball. Oui, en fait, à Repentigny, on est situé au 316 rue Marion à Repentigny, dans le quartier industriel. Okay. Puis à Trois-Rivières. 12 mois par année. Exactement, 12 mois par année. Puis à Trois-Rivières, on est situé au 120 rue Bonaventure, au cœur du centre-ville à Trois-Rivières. Et le site web? Oui, bien en fait, on a le site web de l'entrepôt du baseball qui est l'entrepotsdubaseball.com. Oui. Puis celui de l'Académie des Aigles qui est j'aime-le-baseball.ca. Ben, merci de ta présence à l'émission, toujours très intéressant, un jeune homme bien articulé. Je souhaite longue vie à votre entreprise et de subséquentes des nouvelles succursales, ça s'en vient. Surtout si les expos, les Rays viennent jouer ici. Je pense que le baseball va prendre un essor formidable. Félicitations pour tes belles statistiques cette saison et je souhaite la meilleure des chances à toi demain. Je vais penser à toi, je vais faire une petite prière ce soir. Et aussi bonne chance à ton équipe, les Guerriers de Granby. On se reparle prochainement. Je serre la pince. Toujours très intéressant, Jeffrey. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Maintenant, je vous parle d'un endroit tout à fait particulier, un de nos principaux commanditaires, soit le Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Et quand on parle d'imprimerie, je vous le dis, c'est le numéro 1 de la Rive-Nord. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, c'est le 450-654-9944. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami, quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Ça ne coûte pas cher. Comment ça va, les 3 mots magiques? Maintenant, nous avons reçu il y a 2 semaines Freddie James. Je peux vous dire que si vous voulez le voir en spectacle, ça se passe le 11 septembre, un samedi. Il reste encore certains billets. Ça s'appelle l'endroit La Balcon. Vous n'avez qu'à aller sur son site, disons Facebook, Freddie James. Il sera en prestation avec son groupe de Freddie James Project très bientôt, donc le 11 septembre. Sur ce, ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.